nous parler des nouvelles routes de la soie au cœur de la géopolitique chinoise. Donc, vous êtes géographe, vous êtes spécialiste de la Chine et de Hong Kong. Vos travaux sont à la croisée de la géographie culturelle et de la géographie sociale. Ils portent notamment sur la question des représentations et notamment des représentations au cinéma comme outil d'influence politique et comme nous le voyons à l'instant aussi sur la question qui va être abordée du soft power de la Chine. Voilà, nous vous laissons présenter votre communication. Merci. Merci à vous et merci aux organisatrices de ce colloque qui est passionnant et effectivement là on voit la richesse de l'inter et de la transdisciplinarité. Donc merci de me donner l'occasion de participer à cette réflexion-là. Alors effectivement, moi je ne vais pas particulièrement parler de Marco Polo pour un colloque sur Marco Polo, mais par contre je vais plutôt vous montrer comment aujourd'hui ces récits, et notamment ces récits historiques, peuvent être réinvestis dans des dynamiques politiques et géopolitiques. En nous focalisant sur ce qu'on appelle en Occident les nouvelles routes de la soie. Je pense que c'est important effectivement de se questionner sur cette terminologie. On va le voir, les Chinois n'appellent pas ça les nouvelles routes de la soie. Donc c'est nous, en tant qu'occidentaux européens, et particulièrement français, qui utilisons ces termes-là. Pour autant, ça ne veut pas dire que cet héritage historique n'est pas investi par le gouvernement de Xi Jinping. Alors pour vous contextualiser un petit peu ce que c'est, les nouvelles routes de la soie, c'est un projet qui a été initié en 2013 par Xi Jinping, donc le président chinois, lors d'une tournée en Asie centrale. Et il était tout nouvellement élu à ce moment-là, et il mentionnait à Astana, donc au Kazakhstan, son projet de ressusciter cette mythique route commerciale qui reliait Xi'an en Chine à Antioche en Syrie, enfin aujourd'hui en Turquie. Donc il y avait quand même déjà dans son discours politique, dès 2013, dès la naissance du projet, une justification historique. Alors il évoquait ça, même si la terminologie n'était pas directement liée aux nouvelles routes de la soie, mais il parlait de ces routes-là. De quoi il s'agit concrètement ? C'est un projet monumental qui vise à relier l'Asie et l'Europe, et puis désormais au-delà, l'Afrique également et même l'Amérique du Sud, à travers un vaste réseau d'infrastructures à la fois terrestres et maritimes, on va y revenir. Et dès le départ, dans le dessin du gouvernement chinois, s'esquissaient des enjeux qui étaient à la fois économiques, énergétiques et stratégiques. Le président chinois, en parlant de ce projet, a parlé du projet du siècle. Évidemment, on fait toujours dans la modestie, côté chinois. Et donc, le terme qu'il a utilisé initialement, en chinois, c'est Yidai Yilu, qui veut dire une ceinture, une route. Donc en anglais, c'était One Belt, One Road, le programme au bord. En 2016, ce programme a changé de nom. Désormais, c'est la BRI pour Belt and Road Initiative, donc l'initiative de la ceinture et de la route. Et nous, donc, on le traduit en français par les nouvelles routes de la soie. Ça n'a pas changé. Mais en fait, il y a eu une transformation terminologique ces dernières années, côté chinois et côté anglo-saxon. Donc rapidement, cette initiative des nouvelles routes de la soie a grandi à travers la mise en place de toute une nouvelle génération de comptoirs transnationaux. Et vous pouvez voir sur la carte, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des routes qui relient des sortes de comptoirs, beaucoup en Asie centrale, mais également sur la côte est de l'Afrique et jusqu'en Europe. Alors, désormais, on pense, il ne s'agit plus d'une ceinture et d'une route, Yidai Yilu, on pense au pluriel, ce projet. Et du coup, pour le coup, les nouvelles routes de la soie sont peut-être plus précises que la terminologie initiale, parce que ce projet consiste en un réseau de corridors routiers, corridors maritimes, corridors ferroviaires, qui vont relier l'Asie, l'Europe, l'Afrique et jusqu'à l'Amérique latine.
Et donc on a deux initiatives distinctes qui elles-mêmes vont se diviser en plusieurs tracés. Donc le volet ferroviaire d'une part, qui est la Silk Road Economic Belt, et le volet maritime d'autre part, la Maritime Silk Road. Et donc l'idée est la même, hein, c'est-à-dire que vous voyez des multiples tracés. Déjà, la route maritime, vous en avez deux. Vous en avez une qui va passer, qui va rejoindre finalement l'Europe par l'Afrique et par une route qui est finalement plutôt une route traditionnelle. Et puis vous avez une seconde route, la Polar Silk Road, qui va rejoindre, qui va lier Pékin, enfin, précisément Tianjin, à l'Europe en passant par des voies polaires. Donc vous voyez, il y a une diversité en fait de routes, une diversité d'initiatives, mais le but est toujours le même, c'est de mieux ancrer le reste de l'Asie à la Chine, tout en assurant l'intégrité du territoire et du développement chinois. C'est de renforcer l'influence de la République populaire en Eurasie, et c'est de mettre en avant l'idée d'une nouvelle donne géopolitique, polycentrique, qui va favoriser l'expansion internationale évidemment des entreprises chinoises, et notamment dans le domaine des infrastructures. Pour ce faire, Pékin est arrivé petit à petit, notamment en mettant en place, à partir de 2014, la Banque asiatique de développement pour les infrastructures, donc la BAII, qui est une institution financière internationale que la Chine a créée vraiment sur le modèle de la Banque mondiale ou de la Banque asiatique du développement. C'est une banque qui vise à soutenir des projets de développement, principalement en Asie centrale, donc Kazakhstan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan et Turkménistan, mais également en Asie du Sud, donc Inde, Indonésie, Pakistan et Birmanie, dans le domaine des transports, de l'énergie, de l'aménagement urbain et des télécommunications. On comprend bien, hein, c'est vraiment le socle officieux des nouvelles routes de la soie, puisqu'ils ne disent jamais que c'est vraiment la base financière des nouvelles routes de la soie, mais factuellement, les projets des nouvelles routes de la soie sont financés par cette nouvelle banque. Alors, au départ, les pays européens voyaient ça d'un œil plutôt très distant, ou en tout cas méfiant. Finalement, aujourd'hui, la quasi-totalité du G20 font partie ou sont en cours d'adhésion à cette nouvelle banque. Et les fonds de la banque d'investissement sont prioritairement alloués au développement des installations des nouvelles routes de la soie. Cette banque d'investissement, c'est donc la première pièce financière d'une stratégie plus vaste de la part de Pékin. Le développement sous son impulsion de ses voisins et de ses partenaires. Et donc, le développement de cette grande initiative qui repose sur 5 piliers officiels. Le premier, c'est l'approfondissement de la coordination des politiques publiques de développement. Le second, le développement des connexions d'infrastructures. Le troisième, c'est le développement du commerce international. Le quatrième, le développement de la coopération dans le domaine financier. Et la dernière, qui me semble vraiment intéressante, c'est le développement de la compréhension mutuelle entre les peuples. C'est toujours la manière dont les Chinois écrivent ça est toujours assez poétique. En fait, il s'agit de développer les échanges sociaux et culturels entre les partenaires. Donc, derrière ces 5 piliers, en fait, les principaux objectifs de la Chine, ça va être de sécuriser le transport de sa propre production vers les principaux pays consommateurs. Mais ça va être aussi, à l'inverse, d'assurer son approvisionnement en ressources, notamment en hydrocarbures. Et puis, d'un point de vue économique, ça va être aussi d'ouvrir de nouveaux marchés pour ses entreprises. Vous l'avez vu à travers la carte, la question du transport et de l'approvisionnement, elle est centrale pour Pékin. Le volet ferroviaire a été le premier volet pensé dans cet objectif, avec pour mission de diversifier les routes commerciales, et notamment diversifier les routes commerciales entre la Chine et l'Europe. Jusque-là, 95% des échanges entre l'Europe et la Chine se faisaient par voie maritime. Et vous vous rendez bien compte que qui dit voie maritime, en fait, dit une voie qui est quasiment hégémonique. C'est
cette voie maritime qui passe par le détroit de Malacca et par la mer de Chine. 85% des relations, enfin des échanges entre l'Europe et la Chine passent par le détroit de Malacca et la mer de Chine. Et vous le savez bien, cette mer de Chine, elle est agitée par des tensions, par des conflits interétatiques qui sont quand même très importants. Donc Pékin a tout intérêt, et avait tout intérêt, à multiplier les canaux de distribution et les canaux d'alimentation du pays en faisant en sorte de diversifier, de ne pas passer que par une route qui est quand même potentiellement dangereuse pour elle. À côté de ça, ça ne veut pas dire qu'elle abandonne la voie maritime, hein. Elle développe au contraire ces voies maritimes. Il y a toujours cette voie Chine-Malacca-Suez qui est centrale, mais à cela, en janvier 2018, s'est ajoutée une route de la soie polaire, donc dont le tracé va passer par l'océan glacial arctique, et qui permet de réduire de 40% le trajet entre Shanghai et Rotterdam. Donc vraiment, alors bien sûr, ça pose des enjeux environnementaux centraux hein, derrière. Vous imaginez bien que quand on construit une voie maritime, ça veut dire qu'il y a énormément de passages dans un territoire qui est, on le sait, très fragile d'un point de vue environnemental. Bon, pour autant, les enjeux économiques surplombent souvent les enjeux environnementaux. Donc si le développement des routes commerciales a pour objectif sur le long terme de maximiser les flux commerciaux et d'accroître les investissements hors du territoire national, à court terme, ces nouvelles routes ont quand même pour objectif de permettre à la Chine d'exporter ses surcapacités industrielles et donc d'entretenir de manière un peu forcée, disons, la croissance chinoise. Parce que la Chine produit beaucoup et elle a besoin de multiplier ses marchés d'exportation face au ralentissement de sa consommation intérieure. La Chine consomme moins qu'elle a pu consommer, hein, ralentissement des constructions notamment, et donc besoin de vendre et de donner finalement sa surproduction. Alors à côté de ces enjeux économiques, on a des enjeux politiques. Et également géopolitique. La première échelle, pour moi, qui est centrale, c'est la politique intérieure. Ce projet va permettre à la Chine d'intégrer ses provinces les plus lointaines. Donc on parle du Tibet, du Yunnan, du Xinjiang notamment, des territoires qui sont des territoires en proie à certains conflits. Vous avez évidemment en tête la province du Xinjiang, hein, avec les problèmes qui se passent avec les Ouïghours, ces musulmans turcophones. L'idée, c'est qu'en développant l'aide au développement des pays limitrophes, que sont l'Afghanistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kirghizistan, cela permet de réduire l'instabilité aux frontières et à l'intérieur du pays. Donc en gros, on va essayer de sécuriser la zone limitrophe pour pouvoir pacifier un peu les relations avec l'Ouest chinois. Ça va de pair avec une politique qui en fait n'est pas très neuve, que la Chine a initiée dans les années 2000, la politique du Go West, qui vise à désenclaver et à dynamiser les provinces de la Chine occidentale, qui sont des provinces majoritairement rurales, en s'appuyant sur de nouvelles infrastructures et sur des métropoles à fort rayonnement. Vous savez que la côte est de la Chine est extrêmement développée, hein, la Chine littorale, alors que les territoires de l'Ouest le sont beaucoup moins, et donc de manière assez artificielle, le gouvernement chinois va donner énormément d'argent à certaines métropoles, par exemple la métropole de Chongqing, qui va devenir une métropole géante, et qui va finalement servir de point central pour cet Ouest en renouveau. Le deuxième enjeu, donc à une autre échelle, c'est un enjeu géopolitique. Un enjeu géopolitique qui passe par le développement des relations entre les Suds. La Chine va s'adresser au Sud, au pluriel, sans passer par l'Europe ou les États-Unis. Va s'adresser directement à ces Suds. Et ce qui est intéressant et qui rejoint finalement notre propos de ce colloque, c'est que la Chine va
revendiqué de s'adresser directement aux pays du Sud en réinvestissant des marqueurs historiques communs pour se présenter comme une alternative aux puissances occidentales. Et donc, avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, quand Hu Jintao, qui était président entre 2003 et 2013, était au pouvoir, il y avait déjà ce processus-là. Et je vous lis donc cette phrase qu'avait dite, enfin, ce petit paragraphe de Xi Jinping. Donc, c'était pour marquer le 600e anniversaire des voyages de Zhang He, qui était un explorateur sous la dynastie Ming, et qui avait promu l'échange marchand entre la Chine, Ceylan, l'Arabie et l'Afrique de l'Est. Et donc, dans ce cadre-là, il était invité à l'université de Pretoria, donc en Afrique du Sud, et il avait dit « Il y a 600 ans, Zhang He, un célèbre navigateur chinois de la dynastie Ming, a pris la tête d'un important convoi qui a traversé l'océan et atteint la côte est africaine 4 fois. Ils ont apporté au peuple africain un message de paix et de bonne volonté, et non des épées, des armes, des pillages ou de l'esclavage. Durant plus de 100 ans, au cours de l'histoire de la Chine moderne, le peuple chinois a été soumis à l'agression des colons, ainsi qu'à l'oppression des puissances étrangères. Et il est passé par une souffrance et une agonie qu'une majorité des pays africains ont également endurées. » Vous voyez comment, là, le président va jouer sur le terrain de l'histoire, de l'émotion et bien sûr donc de la mémoire, celle du siècle de l'humiliation, entre la moitié du 19e et la moitié du 20e, où la Chine a été placée entre les mains de puissances étrangères, enfin des morceaux du territoire chinois. Et donc cette déclaration, elle vise non seulement à mettre en exergue les expériences communes de la colonisation occidentale évidemment, mais également à différencier la Chine des autres grandes puissances occidentales. Les relations politiques, culturelles et commerciales avec la Chine seraient donc une solution alternative à l'Occident, notamment dans des territoires qui ont souffert historiquement de l'hégémonie de ces puissances occidentales, depuis le commerce triangulaire du 15e au 19e, en passant par la domination coloniale des 19e et 20e siècles, et jusqu'à l'imposition des normes économiques et politiques actuelles. Dans ce cadre géopolitique, le deuxième enjeu, c'est une vision territoriale, la vision d'une seule Chine, d'une Chine unifiée, qui passe notamment par le fait d'isoler Taïwan. En plus d'accroître sa puissance sur des régions où les puissances traditionnelles disposent d'une influence historique, la Russie qui dispose d'une influence incontestée en Asie centrale, l'Europe en Afrique ou les États-Unis en Amérique du Sud, Pékin prend aussi une avance décisive sur Taïwan. Parce qu'on se rend compte que l'offensive des nouvelles routes de la soie se concentre particulièrement en ce moment sur l'Afrique et l'Amérique du Sud, et puis également les Caraïbes, là où les tout derniers soutiens à Taipei se trouvent. On le voit sur cette carte, aujourd'hui, on n'a plus que 12 pays dans le monde qui reconnaissent Taïwan, la République de Chine. Ils étaient quasiment la totalité des pays du monde en 1949 à reconnaître Taïwan. Quelques années plus tard, ça s'égrenait de plus en plus, et puis là, voilà, ils ne sont plus que 12, et puis vous voyez le nom des pays qui reconnaissent Taïwan, on est majoritairement sur des petites îles, soit des petites îles des Caraïbes, soit des petites îles du Pacifique. Donc en fait, on n'est pas face à des grandes puissances qui soutiennent Taïwan. Vous voyez qu'il n'y a plus aucun pays africain, par exemple, qui soutient Taïwan, alors qu'il y a quelques années encore, le Burkina, par exemple, était un soutien important. Ou la Gambie. Donc on a le fait d'isoler Taïwan, et puis on a, au-delà de ça, le fait de revendiquer la vision d'une seule Chine. Et en fait, avoir des soutiens, l'objectif, finalement, pour Pékin, c'est d'avoir des soutiens géopolitiques face à cette ambition qui est, alors que certains peuvent juger de une sorte d'hégémonie asiatique, en tout cas, ou d'expansion, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment cette ambition territoriale du côté chinois. Pas plus tard que le 28 août 2023, il y a une toute nouvelle carte qui a été publiée par le gouvernement chinois, donc la nouvelle carte officielle de la nation, qui a fait grand bruit parce que
on y voit des territoires qui ne sont pas du tout censés être des territoires chinois, qui sont intégrés au territoire chinois. Donc, par exemple, des morceaux d'Inde qui sont intégrés à la Chine, évidemment Taïwan, et puis toute la mer méridionale, toute la mer de Chine méridionale, avec cette fameuse, on appelle ça la ligne à 9 traits. Ben, la Chine a rajouté un 10e trait sur cette ligne-là en 2023. Donc pour vous montrer quand même qu'il y a aussi quand même une volonté un peu expansionniste, hein, même si dans le discours politique ils disent au contraire qu'ils n'ont jamais été expansionnistes et que c'est au contraire les Européens qui l'ont été. Tout cela, et je vais essayer oui, donc je vais bientôt conclure. Tout cela, pourquoi en fait? Pourquoi ils font ça? En soi, le territoire chinois est assez grand. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin, quand je vous dis, ces petits territoires en Inde, c'est quelques kilomètres carrés. Hein. La Chine, elle fait officiellement, enfin, pour l'ONU, 9,59 millions de kilomètres carrés. Donc, qu'on ait 80 kilomètres carrés de plus ou de moins, sincèrement, ça ne va pas changer la donne du territoire chinois. Alors, pourquoi on a cette volonté-là du côté chinois? En ce moment, on a une forte exaltation du nationalisme en Chine, hein, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Et puis, l'idée aussi que la légitimité du Parti communiste chinois repose sur la promotion d'une vision unifiée de la Chine et du monde. Et cette vision-là, elle dispose aussi d'une très forte historicité. Parce que le récit national chinois met un point d'honneur à valoriser certaines périodes de l'histoire plutôt que d'autres. Et notamment la réunification des 3 royaumes en 280 sous la dynastie Qin, donc les royaumes Wei, Wu et Shu. C'est un récit national qui est extrêmement important pour Pékin. Et du coup, le côté réunification de la Chine, ça reste un discours patriotique et nationaliste extrêmement fort. Un peu de la même manière que la dynastie Jin avait pu réunifier la Chine. Tout cela va de pair avec le concept du rêve chinois. Le rêve chinois, c'est le fait que le renforcement des succès en matière de développement économique puisse engendrer une société au moins prospère, au mieux la société et le pays le plus riche au monde. C'est ça le rêve chinois. C'est-à-dire qu'on passe par l'économie pour que la Chine soit un grand pays. Et pour que la Chine soit un grand pays, ça passe par l'économie et par cette vision de la Chine unique. Et donc, avec une réunification avec Taïwan, une réunification avec les différents pays, enfin, territoires qu'elle considère comme étant des territoires perdus. Ou, en tout cas, qui revendiquent une autonomie. Et donc, Xi Jinping intègre ces territoires disputés à son projet national. Dernier point, c'est la réorientation d'un ordre mondial en sa faveur. C'est-à-dire que d'un point de vue géopolitique, et donc là à l'échelle internationale, l'objectif de Pékin, à travers ces nouvelles routes de la soie, c'est de faire en sorte qu'elle ait de nouveaux alliés, des alliés qui initialement étaient plutôt des soutiens historiques à d'autres grandes puissances. Et je vous l'ai dit, les 3 territoires dans lesquels la Chine mise le plus et investit le plus, c'est l'Asie centrale, pays dans lesquels la Russie a une influence historique, l'Afrique, continent dans lequel les pays ont un lien très fort avec la France et les puissances européennes notamment, et l'Amérique du Sud, sous-continent, avec un lien très fort avec les États-Unis. Donc en gros, la Chine vient bouleverser l'hégémonie européenne, russe et américaine. Tout cela ne se fait pas sans problème et sans risque. Je ne vais pas le développer, mais il y a 3 grands soucis avec cette nouvelle route de la soie. C'est le type de projets qui sont financés, qui sont très coûteux pour l'environnement. Hein. Même la majorité de ces projets sont des projets d'énergie et d'infrastructure, et notamment des centrales à charbon et des centrales thermiques, en Amazonie par exemple. Donc la question environnementale à nouveau est centrale. Ça peut aussi être des projets qui vont à l'encontre des droits de l'homme. C'est beaucoup le cas en Amérique du Sud,
où on a la grande muraille électronique chinoise qui commence à faire son entrée dans certains pays d'Amérique du Sud, c'est-à-dire on va contrôler Internet et on va contrôler donc la population, sous l'égide de la Chine, puisque c'est la Chine qui va envoyer ces programmes-là en Amérique du Sud. Et puis le troisième risque, c'est la diplomatie de la dette, c'est-à-dire que les pays qui acceptent d'être dans le programme des nouvelles routes de la soie, c'est pas sans contrepartie, et c'est notamment le fait que s'ils ne peuvent pas payer leurs dettes, les infrastructures qui sont financées par la Chine passent sous escarcelle chinoise. En tout cas, il y a notamment, je vous donne un exemple, le port stratégique en eau profonde au Sri Lanka, dans la ville d'Ambantota, est devenu un port contrôlé par Pékin, qui désormais dispose d'un bail de 99 ans sur ce port, parce que le Sri Lanka n'a pas pu régler sa dette envers Pékin. Donc pour conclure ma présentation, je vois dans ces nouvelles routes de la soie la manière que Pékin a choisie pour finalement tracer sa propre voie géopolitique, en faisant de l'économie un élément central de son offensive de charme. Les relations géoéconomiques qu'elle entretient, notamment avec des pays du Sud, ont une portée symbolique extrêmement forte et participent à son rayonnement sur la scène internationale. Et c'est pourquoi je pense que la Chine est finalement en train de totalement redéfinir ce que c'est que le soft power. Alors je vous donne la définition initiale du soft power par Joseph Nye, c'est la capacité à obtenir ce que vous voulez grâce à votre pouvoir d'attraction, plutôt qu'à travers la coercition ou les incitations financières. Donc initialement, en fait, l'économie, elle est complètement exclue de la notion de soft power, alors que pour la Chine, elle joue un rôle central de cette attraction chinoise. Donc finalement, je pense que le cas chinois nous invite à repenser certaines notions, parce qu'elle rend la distinction entre le hard power et le soft power très trouble et extrêmement perméable. Donc finalement, la voie géopolitique chinoise est peut-être une toute nouvelle voie, une sorte d'impensé géopolitique qu'il va falloir mettre au cœur de nos réflexions, et finalement peut-être réinventer des nouveaux concepts pour pouvoir penser cette dynamique géopolitique particulière. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur à la fois ces différents enjeux économiques, géopolitiques, à différentes échelles aussi,